Imaginez, au cœur d'un désert immense et aride, une cité surgissant des sables tel un mirage. Des colonnades majestueuses se dressent vers un ciel d'un bleu infini. Des temples grandioses défient le temps qui passe. Des tombeaux somptueux racontent l'histoire de familles puissantes. Voici Palmyre, mes chers amis, la perle du désert. Un nom qui résonne comme une promesse de mystère et de splendeurs oubliées. Cette cité antique, située dans l'actuelle Syrie, fut bien plus qu'une simple oasis. Elle fut un carrefour du monde, un pont entre l'Orient et l'Occident, un royaume d'une richesse et d'une audace inouïe. Aujourd'hui, nous allons lever le voile sur ses secrets les mieux gardés. L'évocation seule de Palmyre transporte l'esprit dans un autre temps. Un temps où les caravanes chargées d'épices de soie et d'encens traversèrent des étendues hostiles pour rejoindre ses portes. La ville était un havre de paix et de prospérité, une lumière brillante dans l'immensité désertique. Ses habitants, habiles commerçants et diplomates, avaient su transformer un simple point d'eau en une métropole cosmopolite. Ils parlaient l'araméen, le grec, le latin. Ils priaient des dieux venus de Perse, de Mésopotamie et de Rome. Palmyre n'était pas seulement une ville, c'était un monde en soi, un univers fascinant dont les vestiges nous parlent encore avec une éloquence poignante. Comment une simple oasis a-t-elle pu devenir l'une des cités les plus riches de l'Antiquité? Voilà le premier grand mystère de Palmyre. Tout commence avec l'eau. Une source, nommée Efka, jaillit, offrant la vie là où tout semblait stérile. Cette source a permis l'établissement d'une première communauté, un village de tentes et de maisons de terre. Mais les habitants de Palmyre avaient une vision. Ils ont compris l'atout stratégique de leur position, à mi-chemin entre la mer Méditerranée et l'Euphrate. Ils se sont placés au cœur de la route de la soie, devenant intermédiaire entre l'Empire romain à l'ouest, l'Empire parthe, puis sassanide à l'est. C'est cette position qui lui a valu le surnom, la Venise des sables. Comme la cité des Doges, Palmyre n'avait pas de ressources naturelles évidentes. Sa fortune ne venait pas de l'agriculture, ni des mines, mais du commerce et des taxes. Les caravaniers devaient s'arrêter pour se reposer, s'abreuver, se ravitailler. En échange de la protection de ces archers montés, la cité prélevait des droits de passage sur les marchandises. Palmyre devint la chambre de compensation du monde antique. L'âge d'or de Palmyre se situe principalement au IIe et IIIe siècle de notre ère. C'est à cette période que la cité atteint son apogée, tant sur le plan économique que culturel et politique. L'histoire officielle de cette époque est littéralement gravée dans la pierre. Les murs des temples, les linteaux des tombeaux et les bases des statues sont couverts d'inscriptions bilingues, en grec et en palmyrénien, un dialecte de l'araméen. Ces textes sont une source d'informations inestimable. Ils nous racontent les carrières des grands notables, les décrets du Sénat local, les dons faits au temple et les exploits des chefs caravaniers. C'est une société qui se met en scène, fière de sa réussite et désireuse de la transmettre à la postérité. Le pouvoir à Palmyre était entre les mains de quelques grandes familles de riches marchands. Ces oligarques contrôlèrent le Sénat de la ville et finançaient sur leurs propres deniers la construction des édifices publics. En retour, ils recevaient des honneurs et des statues érigées en leur nom le long de la grande colonnade. C'était une façon de montrer sa générosité, son évergétisme, mais aussi d'asseoir son influence et son prestige. La société palmyréenne était très hiérarchisée, mais elle offrait aussi une certaine forme de mobilité sociale. Un chef caravanier ayant réussi une expédition périlleuse pouvait devenir un homme riche et respecté. Zénobie, ce nom seul incarne toute l'audace et la splendeur de Palmyre. Après l'assassinat de son mari Odéna, elle ne se contente pas de gérer l'héritage. Elle a une vision bien plus grande, belle, cultivée, parlant plusieurs langues, se prétend descendante de Cléopâtre, rêve de fonder un grand empire oriental indépendant. Elle gouverne avec une main de fer, s'entourant de conseillers brillants, Cassius Longinus. Sous son règne, la cour de Palmyre devient un centre intellectuel et artistique, attirant des savants et des penseurs de tout le monde connu. Zénobie n'est pas seulement une régente, elle est une véritable reine. Au début, Zénobie maintient une fiction de loyauté envers Rome. Les monnaies frappées à Palmyre portent d'un côté le visage de son fils Vabalate, et de l'autre celui de l'empereur romain en titre. Elle profite de l'instabilité qui règne à Rome pour étendre son influence. En 270, elle lance ses armées à la conquête. Le reste de la Syrie, l'Égypte, le grenier à blé de Rome, Asie mineure, l'actuelle Turquie. En quelques mois, Zénobie est à la tête d'un immense empire. C'est un acte de rébellion ouverte contre la plus grande puissance du monde.
En 272, elle se proclame Augusta, impératrice, et fait frapper des monnaies à sa propre effigie. Rome ne peut laisser passer une telle sécession. Un nouvel empereur, Aurélien, rassemble une armée et marche vers l'Orient. Au-delà des grands récits de rois de reines et de batailles, comment vivait-on à Palmyre au quotidien? L'archéologie et l'étude attentive des vestiges nous permettent de lever un coin du voile. La société palmyréenne était incroyablement cosmopolite. Dans les rues, marchands arabes, soldats romains, prêtres syriens, artisans grecs, caravaniers perses. Cette diversité se reflétait dans l'art, l'architecture, la langue. La famille était le pilier de la société. Les grandes familles ou clans jouaient un rôle central dans la vie politique et économique. Le mariage était souvent une affaire d'alliance stratégique entre ces clans. Les femmes de l'élite, comme en témoignent les magnifiques sculptures funéraires, jouissaient d'un statut relativement élevé. Elles étaient représentées avec des bijoux somptueux et des vêtements raffinés, tenant parfois une quenouille ou un fuseau. Mais leur influence pouvait aller bien au-delà du foyer, comme le prouve l'exemple spectaculaire de la reine Zénobie elle-même. L'alimentation des Palmyréniens était basée sur les produits que l'oasis pouvait fournir et sur ceux importés par les caravanes. L'un des aspects les plus mystérieux de Palmyre est sans conteste sa vie religieuse. Le panthéon palmyrénien est un fascinant syncrétisme, un mélange complexe de divinités venues de tous les horizons. Bel, Yaribol, Aglibol. Le temple de Bel, le plus grand et le plus somptueux de la ville, était le cœur battant de la vie religieuse. Mais à côté de ces grandes divinités officielles, des dizaines d'autres dieux étaient vénérés, souvent importés par les marchands et les voyageurs. Les Palmyréniens étaient très pieux, mais aussi très pragmatiques. Ils honoraient les dieux qui protégèrent leur activité principale, le commerce caravanier. Arsou, Azizou. On leur dédiait des autels le long des pistes du désert pour s'assurer une protection divine durant les longs et dangereux voyages. Mais l'histoire ne nous dit pas tout. Certains rites restent entourés de mystères. Le rite du banquet. Sur de très nombreuses sculptures funéraires, on voit le défunt représenté à demi allongé sur un lit, tenant une coupe à la main. L'histoire de Palmyre est aussi celle de ces trésors dont beaucoup ont malheureusement disparu à jamais. Imaginez la richesse qui devait s'accumuler dans les temples, dans les palais de la cité. Statues en or, statues en argent, étoffes précieuses, bijoux incrustés de gemmes venus d'Orient. Lorsque l'empereur Aurélien a mis la ville à sac en l'an 273, après une seconde révolte, une grande partie de ce patrimoine a été pillée, emportée à Rome ou fondue. Les textes anciens parlent d'un butin fabuleux, mais les détails nous manquent. Que sont devenues les statues de culte du temple de Bel? Où sont les trésors personnels de la reine Zénobie? Dès le XVIIIe siècle, les voyageurs et les archéologues occidentaux ont commencé à prélever des objets sur le site. Des bustes funéraires, des bas-reliefs, des fragments d'architecture ont ainsi rejoint les collections des grands musées européens, le Louvre, le British Museum, la NI Carlsberg Glyptothek. Si cette dispersion a permis de faire connaître Palmyre au monde entier, elle a aussi privé le site d'une partie de son contexte. Alors, pourquoi Palmyre, cette cité du désert vaincue et en partie détruite, continue-t-elle de nous fasciner à ce point? Pourquoi son nom résonne-t-il avec une telle force dans notre imaginaire collectif? La première raison est sans doute sa beauté. La vision de ces colonnades dorées par le soleil couchant, se découpant sur l'immensité du désert, est l'une des images les plus romantiques et les plus puissantes que l'archéologie nous ait offertes. Ensuite, Palmyre nous parle de rencontres et de métissage. Son art, sa religion, sa culture sont le fruit d'un mélange harmonieux d'influences venues de Rome, Grèce, Perse, Mésopotamie, Arabie. Dans un monde contemporain souvent tenté par le repli sur soi et le choc des civilisations, Palmyre nous offre un modèle inspirant de cosmopolitisme et de tolérance. L'héritage de Palmyre, c'est aussi la figure inoubliable de Zénobie. Cette reine rebelle, qui osa défier la toute-puissance de Rome pour créer son propre empire, est devenue un symbole universel de courage, d'indépendance et d'ambition féminine. Enfin, si Palmyre nous touche tant aujourd'hui, c'est parce que son destin récent en a fait un symbole de la fragilité du patrimoine de l'humanité. Les destructions barbares qu'elle a subies ont provoqué une prise de conscience mondiale. Elles nous ont rappelé que ces pierres ne sont pas seulement des vestiges du passé, mais qu'elles sont une part de notre identité commune. Protéger Palmyre, c'est protéger l'idée même de civilisation, de mémoire et de transmission.
Les secrets de la perle du désert ne sont pas seulement des énigmes pour les historiens. Ils sont une leçon de vie, un héritage précieux que nous avons le devoir de préserver et de transmettre aux générations futures.